de partenariat entre la RDC et d'autres partenaires dans le secteur de transport. Regardez. Longtemps considéré comme le fleuron de l'économie congolaise, l'Office national de transport ONATRA connaît depuis plusieurs décennies plusieurs dysfonctionnements. C'est dans les soucis de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et des syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes et des solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'ONATRA par rapport au contrat entre la RDC et MEC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MEC. C'est un contrat que l'intersyndical, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons est posé. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté, l'ONATRA du point de vue recette, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois. Dans l'actualité également, la première ministre occupe officiellement depuis hier mercredi ses bureaux à la primature. Le sortant Jean-Michel Sama-Lukonde a cédé le bâton de commandement lors d'une cérémonie de reprise. Une cérémonie qui intervient après la cérémonie d'investiture du gouvernement souminois. Pati Tundwango, Janine Kelinga, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Remise reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14 € presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Madame Judith Suminwa Tuluka d'admirer son portrait à côté de celui de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du Premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Madame Judith Suminwa Tuluka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrants et sortants à un entretien en tête-à-tête pendant 1 heure. Instant suivi d'échanges de signataires et de sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal, et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. Une occasion pour Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa personne.
Madame la Première ministre, qui a rendu hommage au chef de l'État, a promis de faire de son mieux pour satisfaire les desiderata de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. En bref, de cérémonie de remise et reprise s'y sont et s'y déroulent à l'instant même dans plusieurs ministères. À la vice-primature de l'économie, Daniel Nkoko-Samba a pris officiellement ses fonctions à la culture. Catherine Fora cède le bâton de commandement à Yolande Ebele. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. 6 jours, c'est le délai accordé à la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la 4e législature du Sénat. 50 membres composent cette commission en raison de 2 par province et 4 pour la ville de Kinshasa. La commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat de la 4e législature que dirige l'honorable Christophe Lutundula a reçu ce mercredi 12 juin dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple la visite du bureau provisoire du Sénat avec à sa tête l'honorable Pascal Kindolo Lumbu accompagné du premier et deuxième secrétaire de cet organe délibérant. Cette visite a permis au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de la dite commission. Le président du bureau d'âge a invité les membres de la commission à accélérer le travail en dotant le Sénat de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette chambre des sages. Nous sommes venus pour vous encourager de faire un travail qui met en place l'avenir de notre institution parce que en tant que tel, nous devons fonctionner toujours avec des textes légaux. Nous vous assurons aussi que nous sommes à votre disposition pour toute éventualité ou tout besoin pour vous permettre de bien avancer dans vos travaux. À en croire son président, l'honorable Christophe Lutundula, le travail mené sur cet important document qui régit le fonctionnement de cette chambre parlementaire vise à les hisser aux pratiques et standards universels. Pour rappel, l'Assemblée plénière avait accordé à la Commission un délai de 6 jours pour produire un travail de qualité, en ressortir parmi les dispositions de l'actuel règlement intérieur des amendements en vue de soumettre à la plénière un texte potable pour approbation. Je le disais à l'entame de cette édition, le bleu-blanc de la 8e année à l'épreuve, c'est jeudi, le test national de sélection. Test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle a déjà débuté à Moueka par exemple. L'administrateur du territoire a lancé ce jeudi 13 juin 2024 à l'Institut Kakenge, Franklin Claire Kalombo. Le coup d'envoi pour le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSPE en sigle, vient d'être donné ce jeudi matin 13 juin 2024 dans la province éducationnelle EPST Kasaï 2, dont le siège se trouve à Moueka, par François Minga, administrateur du territoire, en présence des cadres de l'EPST Kasaï 2 ainsi que de la délégation de l'inspection générale EPST venue de Kinshasa pour la supervision. Jean-Pierre Abraham Babisha, prophète de Kasaï 2, a dans son adresse des circonstances lancé un appel à tous les acteurs de l'éducation de cette province éducationnelle d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lourde mission de faire de la jeunesse un véritable pilier de développement, tout en rappelant ceci aux élèves. Chers élèves, votre passage en première année des humanités est conditionné par la réussite au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSPE en sigle. Prenant à son tour la parole, Jean Makasinga Agimondo, IPP Kasaï 2, note avec satisfaction l'accroissement des taux de participation de filles à ces épreuves pour cette année. L'EPST Kasaï 2 présente pour cette session de TENASOSPE 31 842 candidats, dont 13 792 filles. Prenant la parole en dernière instance, François Minga, administrateur des territoires de Moueka, a émis le vœu de voir ces épreuves de 2 jours se dérouler dans un climat de paix.
Restons toujours dans le même chapitre. Dans le Kasai Chikapa, le ministre provincial en charge de l'éducation et le gouverneur de province ont lancé les épreuves de Tenazospé dans la ville de Chikapa, province éducationnelle EPST Kasai 1. L'Institut Mabondo, situé dans la commune portant le même nom, a été choisi comme cadre par les comités organisateurs de ces épreuves pour le lancement officiel des textes nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle dans la province éducationnelle EPST Kasai 1 par Henron Kachimou, ministre provincial de l'éducation et gouverneur de province ad intérim, qui, pour la circonstance, s'est fait accompagner dans ces centres de la délégation du secrétariat général de l'EPST venu de Kinshasa, ainsi que 2 acteurs de l'éducation EPST Kasai 1. Christian Yilanga, provet de Kasai 1, donne ici les statistiques de candidats attendus à ces épreuves. Nos services techniques attitrés à cette fin ont déclaré 20 101 inscrits, dont 11 234 filles. Henron Kachimou, gouverneur de province ad intérim, a dans son discours des circonstances réconforté la morale des élèves de bien aborder ces épreuves avec toute sérénité. J'espère que vous avez la morale en place. Je voulais vous demander d'être serein, d'être concentré et de donner pour que le résultat sur les items que nous attendons soit satisfaisant. Notons que ces épreuves se déroulent dans 91 centres disséminés à travers les 15 sous-divisions EPST Kasai 1. Allez, on change carrément de chapitre. Le journaliste n'est ni avocat ni juge de propos tenus par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication lors du lancement de la campagne contre l'immoralité dans le média. Pour Christian Bosembe, le journaliste doit informer, éduquer et divertir dans le respect de la déontologie professionnelle. Regardez. Cette campagne est assez importante. C'est une campagne qui vise à lutter contre l'immoralité et la violence dans le média et sur les réseaux sociaux. Pour les organisateurs, le journaliste n'est ni avocat ni juge. Dans son discours inaugural, Christian Bosembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC, a martelé sur ce que doit faire un journaliste: informer, éduquer et divertir, mais toujours dans le respect de la déontologie professionnelle. Les réseaux sociaux, qui devraient en principe rapprocher les gens, assainir nos communications. Ces réseaux sociaux se sont tristement transformés en un foyer d'immoralité. Les journalistes talentueux sont malheureusement remplacés par les trafiquants d'informations qui propagent de fausses nouvelles dans le seul but ignoble de chercher des vues. Bien avant, dans un silence propre à l'apprentissage, le procureur général près la Cour de cassation a encouragé un journalisme plus responsable et plus respectueux de valeurs éthiques. Parmi les intervenants, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui répond aux préoccupations soulevées par l'assistance composée de professionnels de médias. C'est les points de départ d'une nouvelle collaboration parce que nous devons consolider le travail qui s'est fait au niveau du ministère et qui s'est fait à votre niveau, parce que nous devons faire ce travail de l'insalubrité à la fois sur le contenu que sur les contenants ensemble. Ce n'est que de cette façon qu'on peut construire une véritable dynamique pour lutter contre toutes ces antivaleurs qui se distillent sur nos réseaux sociaux. Pour Patrick Mouyaya Katemboui, cette campagne est une initiative louable qui mérite d'être soutenue afin de parvenir à assainir le paysage médiatique et numérique congolais avec de contenus propres. Les activités commémoratives de la Journée internationale de l'environnement dans le Nord Kivu ont été lancées hier mercredi 12 juin 2024 par le vice-gouverneur de province. Les autres détails dans ces récits. Je déclare officiellement lancée la Journée mondiale de l'environnement en province du Nord Kivu, édition 2024. La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce mercredi 12 juin 2024 à Goma. Journée organisée par l'Université de Goma, Unigom,
Son recteur, Mouindo Muhanda, à travers son établissement, a pris l'engagement de contribuer à la protection de l'environnement. Elle voudrait que tous les partenaires qui se trouvent ici considèrent cette journée comme la journée du début d'une collaboration stable. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean-Romuald Dekou Kalipopo, a interpellé la conscience de chacun dans la prévention et la préservation des écosystèmes. Pour lui, finir la guerre, c'est contribuer à la protection de la biodiversité. L'opportunité accordée à tous les acteurs environnementaux du monde entier est de sensibiliser les différents pays du monde à prendre conscience des dangers prévisibles résultant de la dégradation et de la destruction de l'environnement. Monsieur Touver Oundi, expert environnementaliste, et Bienvenu Bwende, porte-parole du parc national de Virunga Penvi, qui a financé cette activité, ont déploré l'insécurité et l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les aires protégées. Un acte d'engagement pour la protection de l'environnement a été signé par les parties prenantes. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée au Nord Kivu sous le thème « La guerre d'agression et l'arbre dans la restauration de nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain ». Parlons à présent agriculture. À Likasi, le maire de la ville a mis en place une politique publique de lutte contre la dépendance alimentaire dans son entité. Il a également remis des intrants agricoles aux agriculteurs. Ricardo Bambeka. Ces vastes champs de maïs qui s'étendent sur une superficie de 40 hectares commencent à produire sa première récolte. Grâce à cette moisson abondante, les habitants de Likasi n'auront plus de problème pour s'approvisionner en maïs. Le maire de la ville de Likasi, Henri Mongomba Tamba, initiateur de ces champs, se dit satisfait de rejoindre ainsi la préoccupation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, nous félicitons sûrement le maire de la ville pour tout ce qu'il a fait. Et surtout, il est dans la logique du chef de l'État. Et moi, je crois que c'est un monsieur qu'il faut laisser pendant un temps. Et vous verrez d'ici là que Likasi sera presque là-dedans. Un vaste entrepôt à air, érigé pour recevoir cette récolte, appelé à résoudre la dépendance alimentaire en matière de la consommation de maïs, aliment de base de la population de Likasi. Et le planteur ont été dotés des intrants pour l'accroissement de leur productivité. C'est la politique agricole mise en place par la mairie de Likasi. La ville s'apprête aussi à être dotée de sa propre minoterie, comme jadis. Il y a le champ, nous avons donné à la population de Panda plus de 600 familles et d'ici là ils vont commencer à retourner le maïs. On aura de 120 à 140 000 seaux de maïs dans la commune de Panda sur la ville de Likasi. Le pont Trabeka, si vital pour la circulation de biens et de personnes, sera aussi remis en état. Les culées sont costauds. On a mis des aciers au pied pour que ça ne puisse pas glisser. Assis aussi sur une fondation très costaud. Dans la série de réalisations à mettre à l'actif du maire de la ville de Likasi, Henri Mongomba Tamba, il faudra épingler la construction d'un autre entrepôt et un bâtiment administratif à la cité Panda. Élection future de membres du bureau définitif du Sénat. Les députés provinciaux de Tanganyika ont exprimé leur soutien à la candidature de Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, ancien Premier ministre de la RDC. Ils l'ont dit lors d'une déclaration de presse. Regardez. En prélude des élections du bureau définitif au Sénat, plusieurs acteurs politiques s'activent. Dans la province du Tanganyika, des députés provinciaux ont exprimé la volonté d'accompagner ce grand rendez-vous tant attendu et s'alignent derrière la candidature de Jean-Michel Sama-Lukonde. Étant donné que les sénateurs sont l'émanation des assemblées provinciales dont celle du Tanganyika et contributive de 4 élus parmi les 16 sénateurs représentant les 4 provinces du Grand Katanga, décidons à l'unanimité d'apporter notre soutien tous azimuts à la candidature de son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde au poste du président de la Chambre haute du Parlement de notre pays, un choix judicieux qui obtient l'adhésion de toutes les forces politiques du pays et surtout de l'espace Grand Katanga. Demandons à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, de jeter son dévolu
sur ces dignes fils du Grand Katanga, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde. Dans quelques jours, la République démocratique du Congo connaîtra le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Au-delà de nos frontières, une délégation des experts de l'Académie diplomatique congolaise séjourne dans la capitale égyptienne depuis samedi dernier en vue de procéder à l'élaboration conjointe du plan de mise en œuvre de l'accord de partenariat signé entre l'Institut diplomatique de la République arabe égypte en perspective de la réforme imminente de l'Académie diplomatique congolaise. C'est en présence de l'ambassadeur congolais accrédité en Égypte. On écoute à ces sujets le chef de la délégation. Au sein de l'Académie diplomatique congolaise, nous n'avons pas encore tenté cette expérience, mais il faut commencer par une et pourquoi pas, à la longue, nous allons acquérir cette expérience qu'eux ont aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans. D'ailleurs, le projet congolais, donc de plan stratégique de l'Académie, que nous avions bien envoyé et pour être critiqué par le diplomate égyptien, a reçu plutôt un écho très favorable parce que nous avons reçu des encouragements pour dire que le document était bien fait. D'ailleurs, j'aurais voulu que cela sorte de la bouche de lui-même, l'ambassadeur Walid, pour dire comment ils ont pu apprécier les efforts que nous avons fournis. Loin de nous d'avoir fait un travail qui soit irréprochable, d'ailleurs ça ne pourrait pas exister, mais au moins nous allons rentrer régaillardis de par le fait que le travail que nous avions fait si modestement a été accepté, bien entendu, avec des ajustements pour répondre aux besoins selon les instructions du chef de l'État. Et nous pensons que, après être venu en Égypte à 2 reprises, la 3e fois ce sera autour de la délégation égyptienne que conduira l'ambassadeur Walid, de pouvoir venir à Kinshasa. Nous allons nous y mettre pour leur réserver un accueil plus que chaleureux. Parlons santé à présent. La Croix-Rouge RDC section du Kasaï central a organisé un atelier de validation de projet PEDEL à l'intention de différentes structures de territoire de l'Uebo. Un projet qui vise à améliorer le quotidien de Congolais. Organisé par la Croix-Rouge de la RDC en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole, cet atelier a eu pour objectif de développer les secteurs socio-économiques des femmes des territoires de Luebo, Ilebo et Mweka. Pour le chef de projet sécurité alimentaire de la Croix-Rouge, ces plans de développement local va apporter un plus dans les vécus de population. Participant de Mweka, Luebo et Ilebo, lors de la descente des experts provinciaux et l'expert national dans ces 10 territoires, ce sont ces gens qui avaient participé dans le focus group lors des récoltes des données, de ce qu'on est en train de valider les plans de développement locaux aujourd'hui. C'est pourquoi la raison de leur présence ici, dans cette salle. Oui, et je suis vraiment ragaillardi de la présence de nombreuses personnes, des autorités locales, le représentant du gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale, ainsi que d'autres autorités provinciales qui se trouvent dans cette salle lors de la validation de ces plans, de ces 3 plans de développement locaux. Plusieurs personnalités de la province du Kasaï ont pris part à ces assises, ainsi que les acteurs de la société civile. L'ouvrage intitulé « Jésus, crie roi de toute la terre » a été porté sur le fond baptismaux, paru aux éditions Nouveau-Zéland. Cette œuvre littéraire de 157 pages vous projette dans un univers divin. Serge Merlamata. C'est donc un véritable appel à l'amour et à la patience. Dans cette œuvre littéraire de plus de 150 pages, l'auteur cherche à conscientiser l'Église afin de valoriser les règnes de Dieu et les messages principaux du Christ pendant le millénium.
Ceci dans le but de rétablir sa vraie signification et son importance au monde. Il invite également les lecteurs, les peuples de Dieu, à se préparer pour le retour du Christ sur la terre. Au cours de la cérémonie de vernissage du livre Jésus-Christ, roi de toute la terre, le révérend pasteur Freddy Sadiboku Malembi a expliqué ce que le monde sera au retour de Jésus-Christ, tout en s'inspirant du livre d'Apocalypse du 1er au 7e chapitre. Les responsables du centre évangélique missionnaire roi a relevé quelques signes qui vont précéder cet événement, notamment l'enlèvement de l'Église, les jugements du Christ et le bouleversement de la terre. Paris aux éditions Nouveau-Zéland. Ce livre a été baptisé par le pasteur Félix Kabbalah du centre évangélique Gamma. Un concours de récitation de ce que notre consort qualifie de Saint-Coran a été organisé à Kinshasa, occasion pour le musulman d'implorer le Tout-Puissant pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Wavingada. Les relations de coopération entre le fidèle musulman de la RDC et ceux du Maroc se portent bien. Pour preuve, la Fondation Mohamed VI, les oulémas africains de Sa Majesté Roi du Maroc, section RDC, sous la supervision de l'imam Abdallah Mangala, a organisé à l'hôtel du fleuve de Kinshasa la 5e édition du concours de récitation du Saint-Coran. L'idéal de cette rencontre est de stimuler les musulmans de la RDC à la mémorisation du Saint-Coran dans son entièreté ou à défaut une partie. Sur 17 candidats répartis dans 2 catégories, 2 premiers gagnants ont été sélectionnés par le jury pour représenter la RDC à la phase finale qui se tiendra dans les tout prochains jours au Maroc. Et les restes des participants au concours ont reçu des attestations des mains des responsables de la Fondation Mohamed VI. C'était en présence du conseiller du chef de l'État en matière de changement de mentalité, Jacques Kangoudia, de l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, du chef de la délégation de la Fondation Mohamed VI, Nazer Bousba, et des professeurs d'université. Cette rencontre était également une occasion pour les musulmans d'implorer la restauration de la paix dans l'est du pays. La Fondation Mohamed VI est présidée par Sa Majesté le roi du Royaume du Maroc, avec l'idée maîtresse donner la signification et la compréhension de l'islam qui doit être correct et tolérant. Ce livre sacré, Dieu l'a créé pour l'humanité. Notons que la RDC est l'une des sections des 48 pays membres de la Fondation du souverain du Maroc. Vous avez certainement reconnu la voix de Blandine Wavingana. Prenons à présent cette communication de la télévision nationale, message de vœux du conseil d'administration et de la direction générale de la RTNC adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de ces jours spéciaux de votre naissance, la radio-télévision nationale vous souhaite un heureux anniversaire. Puisse Dieu vous combler de ses bénédictions et vous accorder plein succès pour votre second mandat. Floribert Leboto, président du conseil d'administration, Sylvie Elenguenyembo, directeur général. Naufrage d'une embarcation à Maïndombe, coupure d'électricité dans la ville de Badolité dans le nord Ubongi. Voici votre revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo des Mazos. Suivons ensemble. Mardi 11 juin, sur la rivière Kwa, dans le territoire de Mouchi, province de Maïndombe. Selon le commissaire fluvial de Mouchi, Reine Maker, au total 185 passagers sont sortis vivants lors de cet accident. La cause principale du naufrage reste la navigation nocturne. À bord, ils étaient 271 passagers. Kisindi, suspension des activités d'importation et exportation entre la RDC et l'Ouganda, titre mediacongo.net. C'est le mercredi 12 juin 2024 que ces activités ont été suspendues à la cité de Kasindi, frontière avec l'Ouganda, en territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Cette décision a été prise par les organisations de la société civile locale, notamment la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des déclarants en douane. Elle fait suite au blocage par l'Ouganda de plusieurs véhicules congolais transportant du poisson pour la RDC. Par cette action,
L'Ouganda veut délocaliser le marché des poissons du sol congolais vers Mpondre, district de Kasese en Ouganda, chose que refuse la partie congolaise. Snell Badolité, la ville replonge dans le noir suite à l'explosion d'une borne de traversée au poste de Bambou, rapporte actualité.cd. Selon le journal, la ville de Badolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, est à nouveau plongée dans le noir à cause d'une nouvelle panne signalée par le bushing, autrement dit la borne de traversée du poste abaisseur de Bambou. Selon l'ingénieur Roger Igwake Amboka, une explosion s'est déclenchée sur un transformateur samedi 8 juin vers 7 h, causant l'arrêt de l'alimentation électrique de la ville. Maniema, plus de 5000 sinistrés de Kindu reçoivent une assistance humanitaire de la Caritas, note info27.cd. Ces sinistrés victimes de récentes inondations causées par la crue du fleuve Congo ont reçu une assistance humanitaire de la Caritas Développement Kindu le mardi 12 juin 2024. Chaque sinistré a reçu un chèque de 142,9 $ américains pour l'aider à se procurer des biens de première nécessité. Cette opération d'une durée de 3 jours est le résultat des plaidoyers menés auprès de différents donateurs et partenaires internationaux pour soulager ces personnes devenues vulnérables. Voilà tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jado, Kapai, Patrick Bapuila, Jean-Si Matondo, Nzegele Bassosa, Ano Mouti de l'avoir réalisé. À toutes et à tous, bonne journée à vous.